Pourquoi pense-t-on que le dollar américain va baisser? Le dollar américain perd-il sa domination? Nous devons nous préparer à perdre notre statut de monnaie de réserve mondiale. À mon avis, nous sommes au début d'une crise de la dette très classique de fin de cycle, de fin de grand cycle. Lorsque l'écart entre l'offre et la demande se creuse, lorsque vous produisez trop de dettes et qu'il y a aussi une pénurie d'acheteurs. Et l'un des arguments clés en faveur de cette vision du monde est le fait que la deuxième plus grande économie mondiale souhaite se dédollariser. La dollarisation, c'est lorsqu'un pays associe sa monnaie au dollar américain. C'est une mesure pour stabiliser votre économie, surtout lorsqu'il n'y a pas beaucoup de confiance dans votre monnaie nationale. C'est une stratégie que le nouveau dirigeant de l'Argentine, Javier Milei, poursuit, puisque l'Argentine a connu de multiples crises monétaires au cours des dernières décennies. La dédollarisation, c'est l'inverse. Lorsqu'un pays s'éloigne du dollar, il vise la souveraineté sur sa propre monnaie et le contrôle de sa politique monétaire. Et la Chine se considère comme une superpuissance montante, digne d'une plus grande force économique et d'indépendance. Affaiblir le rôle du dollar américain en tant que monnaie de réserve mondiale serait un énorme coup géopolitique. La question clé est, peuvent-ils y parvenir? Dans cette vidéo, nous allons dévoiler le désir de la Chine de se dédollariser, leur stratégie financière unique et examiner s'ils sont capables de remodeler fondamentalement notre monde financier. Toutes les devises s'échangent les unes contre les autres. Certaines monnaies, comme le dollar de Hong Kong, sont indexées à un taux de change fixe par rapport au dollar américain. D'autres devises, comme le yen japonais, ont un taux de change flottant qui évolue pour refléter le sentiment économique relatif entre deux économies. Le yuan chinois utilise ce qu'on appelle un système de flottement dirigé. Cela signifie que le yuan est autorisé à fluctuer sur les marchés d'échange. Mais la Banque populaire de Chine, ou BPC, intervient pour gérer sa valeur. Pour ce faire, la BPC se réfère à un panier de devises contre lesquelles elle souhaite effectuer des échanges. Il comprend le dollar américain, l'euro, le yen, ainsi que d'autres devises, mais le dollar américain reste la principale référence. 47% des paiements transfrontaliers de la Chine étaient libellés en dollars en 2023, même si moins de 20% des exportations chinoises étaient destinées aux États-Unis. Pour exercer davantage de pouvoir économique dans le monde, la Chine doit réduire sa dépendance à la monnaie de son adversaire. Dans le scénario idéal de la Banque populaire de Chine, le yuan resterait assez fort pour permettre à la Chine d'acheter ce dont elle a besoin à l'étranger. Parce qu'elle dépend des importations pour répondre aux besoins énergétiques et alimentaires de sa population. Pour défendre cette bande de fluctuations, la Banque populaire de Chine doit détenir des dollars américains. Voici pourquoi, si le yuan s'affaiblit trop, la Banque populaire de Chine doit intervenir et utiliser ces dollars pour acheter du yuan, augmentant ainsi sa valeur à l'international. Malheureusement, cela signifie que les décideurs économiques américains peuvent exercer un pouvoir économique et politique considérable sur l'économie chinoise, ce qui veut dire que la Réserve fédérale américaine peut influencer la politique intérieure chinoise. Par exemple, si la Chine devenait la cible de sanctions, peut-être pour avoir envahi Taïwan, sujet sur lequel j'ai déjà réalisé une vidéo, alors ces réserves en dollars pourraient être gelées ou saisies. Ils auraient aussi du mal à faire des transactions mondiales. L'épine dorsale de la finance internationale est un système appelé SWIFT, qui relie plus de 11 000 institutions dans un réseau sécurisé, essentiel pour les transactions mondiales. Le yuan chinois représentait moins de 4% de toutes les transactions SWIFT, un chiffre largement éclipsé par le dollar américain, qui représentait plus de 48% de toutes les transactions SWIFT. Alors, qui a le plus d'influence pour refuser l'accès à SWIFT ? Être exclu de SWIFT paralyserait la capacité d'un pays à effectuer des transactions financières internationales, le coupant ainsi de la communauté économique mondiale. Et l'ascension de la Chine s'est construite sur son rôle de fabricant de biens intermédiaires, où elle importe des matières premières, les transforme, puis exporte ses composants pour l'assemblage final. Un fabricant à forte valeur ajoutée, ce qui représente la majorité des entreprises chinoises, serait détruit s'il était coupé du commerce mondial. Vous pouvez donc comprendre pourquoi il voudrait se dédollariser. Parlons de ce qui pose problème. Chaque économie doit faire face à un ensemble de compromis politiques qu'elle doit effectuer. Les autorités financières ne peuvent choisir que deux des éléments suivants.
un taux de change fixe où le pays fixe la valeur de sa monnaie par rapport à une autre grande devise comme le dollar américain. Cela peut encourager commerce et investissement via la stabilité. Deuxièmement, une politique monétaire indépendante où un pays peut fixer ses taux d'intérêt et contrôler sa masse monétaire en fonction des conditions économiques nationales. Ou troisièmement, la libre circulation des capitaux, également appelée compte de capital ouvert, qui permet la circulation sans restriction des capitaux entrant et sortant du pays. Cela augmente les opportunités d'investissement, mais rend aussi l'économie vulnérable à une fuite soudaine des capitaux. Personne ne peut avoir les trois, pas même les États-Unis. La plupart des grandes économies mondialisées choisissent de contrôler leur politique monétaire intérieure et d'avoir un compte de capital ouvert. Cela signifie qu'ils ne peuvent pas fixer leur taux de change. Les États-Unis, l'Australie, le Royaume-Uni, le Japon et la Corée du Sud suivent de tous ce modèle. Leur monnaie fluctue librement, ce qui signifie qu'ils sont ouverts aux affaires avec les investisseurs étrangers. Les pays autoritaires stricts comme la Corée du Nord n'autorisent pas la libre circulation des capitaux hors du pays. Leur compte de capital est fermé. C'est une île sur le plan financier et économique. En échange, leur politique monétaire indépendante et leur taux de change fixe maintiennent la stabilité. Les petites économies comme Hong Kong, la Lettonie et le Panama renoncent au contrôle monétaire national afin d'avoir un compte de capital ouvert et un taux de change fixe. Cette décision crée de la stabilité et rend leurs économies plus crédibles aux yeux des investisseurs étrangers, ce qui leur permet de s'intégrer au commerce mondial. Le compromis, c'est qu'ils finissent par importer la politique monétaire d'un autre pays. Pour Hong Kong et le Panama, c'est la Réserve fédérale américaine. Pour les États baltes comme la Lettonie, c'est l'Union européenne. La Chine est un cas intéressant. Le flottement dirigé du yuan maintient la monnaie à un taux de change relativement fixe. Ils mènent également une politique monétaire indépendante, fixant les taux d'intérêt en fonction de la politique intérieure, mais il s'agit d'un régime autoritaire. Ils préféreraient qu'il soit difficile pour les gens de sortir leur argent du pays. Il y a juste un problème. Ils réalisent plus de 4 000 milliards de dollars de flux commerciaux bruts chaque année, ce qui fait beaucoup d'argent sans qu'ils traversent la frontière. Alors que font-ils ? Un système de contrôle des capitaux idéal évoquerait un état de surveillance où chaque transaction serait suivie. Et une autorité centrale pourrait examiner chacune d'elles et dire « oui, c'est bon » ou « non, 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 ce n'est pas bon ». Mais depuis que la Chine s'est ouverte à l'économie mondiale sous Deng Xiaoping en 1978, cela fait plus de 50 ans. Il y a plus d'1 million d'entités en Chine autorisées à effectuer des transactions étrangères. Il est impossible de trier le flux de capitaux entrant et sortant. Donc à la place, la Chine fixe une limite sur la quantité qui peut sortir du pays à un moment donné. Les transactions sortant du pays seront retardées jusqu'à ce que assez de capitaux reviennent en Chine pour équilibrer la situation. Ainsi, si 5 milliards de dollars doivent quitter la Chine aujourd'hui et seulement 3 milliards entrent, 2 milliards seront retenus. Jusqu'à ce que plus d'argent entre, c'est un équilibrage forcé des flux. Par décret central, la Chine essaie de maintenir partiellement les trois côtés de la trinité impossible, et son emprise faiblit. Finalement, la Chine devra abandonner l'un de ces trois éléments. Elle pourrait fermer complètement son compte de capital et renoncer à son économie mondialisée. Elle deviendrait comme une Corée du Nord en plus grand. Mais cela est totalement incompatible avec la vision de Xi de la Chine en tant que grande puissance. S'ils ouvrent leur compte de capital et maintiennent le taux de change fixe, ils ne pourront plus stimuler l'économie, créer des conditions monétaires faciles et soutenir leurs actifs domestiques. Inévitablement, ils feraient en face à l'éclatement d'une énorme bulle d'actifs, semblable à ce que le Japon a connu dans les années 1990, lorsque les prix de l'immobilier ont chuté de plus de 70%. Ce serait extrêmement risqué pour un État à parti unique comme le PCC. Il prendrait 100% de la responsabilité, en cas de crise économique. Et si les ménages chinois perdaient en 70% de leur valeur nette, les citoyens ne seraient pas contents. Donc la seule voie rationnelle à suivre est d'abandonner l'ancrage de leur monnaie. Si le taux actuel est de 7 yuans pour $1, un ajustement monétaire pourrait le faire monter à 10, 12, 13 voire plus. Dans ce scénario, toutes les dettes accumulées dans le système chinois seraient dévaluées. Ils évitent le défaut de paiement,
mais leur capacité à dépenser à l'international diminue fortement à mesure que le yuan faiblit. Une part beaucoup plus importante de leur budget devrait être consacrée aux besoins essentiels comme les importations d'énergie et de nourriture. Ce serait une décision humiliante, et cela exigerait que l'État à partie unique de la Chine renonce au contrôle auquel il s'est accroché si fermement pendant plus d'un demi-siècle. J'espère donc que vous comprenez maintenant que toutes les histoires sur la dédollarisation sont largement exagérées. Pour être encore plus clair, le dollar américain représente environ 54% des réserves de change. Les réserves en dollars éclipsent le volume de toutes les autres monnaies de réserve. Et deux alliés des États-Unis, l'euro et le yen japonais, représentent respectivement 19% et 5% des réserves. Le résultat de toute cette pression atteint son paroxysme au sein du système chinois. Et cette situation précaire me rend encore plus nerveux quant au risque d'une invasion de Taïwan par la Chine. J'ai réalisé toute une autre vidéo à ce sujet. Mais il suffit de dire que si la situation économique de la Chine s'aggrave, je pourrais imaginer que les dirigeants utilisent une action militaire pour détourner l'attention du public des problèmes intérieurs et rejeter la faute sur un adversaire étranger comme les États-Unis. Espérons que cela n'arrive pas.